Bonjour, professeur Maniga. Bonjour, merci de cette présentation élogieuse. J'essaierai, comme chaque fois que j'ai l'occasion, de mériter les éloges qu'on vient de me faire. Mais en tout cas, disons que nous sommes des hommes de bonne volonté à la recherche d'une solution nationale pour le peuple haïtien. Monsieur le professeur, pouvez-vous brièvement brosser l'état de la situation politique en Haïti et les possibilités de sortie de crise suivant le concept de la légalité des choses? Bien vaste question. Évidemment, nous sommes tout de suite avec cette question au cœur de la tragédie haïtienne. La situation politique, il faut d'abord la définir. Pour nous, et pour ceux qui sont sérieux par le problème politique, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques, comme nous l'avons adopté comme devise pour le Centre humaniste démocratique en action, le CHUDAC. Donc, il s'agit de problèmes d'ensemble de la population haïtienne. Non pas seulement d'un jeu de politiciens, parce que le jeu politicien chez nous est ridicule, triste et impuissant. Mais derrière ce jeu ridicule, triste et impuissant, de marionnettes finalement, parce qu'au fond, le décideur haïtien à l'heure actuelle n'est pas à l'intérieur du pays, mais est à l'extérieur. Il dicte de l'extérieur la trajectoire du pays. Mais derrière ce jeu politicien, il y a un problème beaucoup plus important qui est le problème de la collectivité haïtienne. Où en est le peuple haïtien? Où en est la société haïtienne? Eh bien, il faut le dire tout de suite, nous sommes au milieu d'une détresse inédite dans l'histoire d'Haïti. Nous sommes, je le disais dans un des livres auquel tout à l'heure on faisait référence à la présentation, nous sommes au milieu d'une catastrophe qui végète. Et c'est là le drame. Parfois, on se trouve en période de crise. Mais on se dit, bon, la crise est passagère. C'est un moment aigu de détresse, de souffrance, mais immédiatement, une intervention de choc permet de rétablir le malade et de lui rétablir sa santé. C'est-à-dire que chez nous, nous pataugeons dans une crise depuis plusieurs années. Les gens croient que la crise date de 90 à cause d'Aristide ou de 94 avec l'intervention étrangère. Pas du tout. C'est une crise qui date d'avant. On dit 86 chute de Duvalier, mais non. La crise réelle d'Haïti, la crise profonde, la crise des structures de la société haïtienne date du début du siècle. Et elle est très simple à définir, très simple à comprendre. À la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, un certain nombre de pays sont passés de ce qu'on appelle une société traditionnelle à une société moderne. Voilà le grand passage. Or, Haïti était indépendant depuis 1804. Donc, Haïti, comme pays indépendant à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, a confronté le même problème. Comment passer d'une société traditionnelle, celle que nous avons créée à partir de l'indépendance, celle sur laquelle nous avons vécu à travers le 19e siècle, mais qui ne pouvait plus satisfaire les besoins de la population. Comment passer de cette société-là, qui a donné des résultats en son temps, mais qui est entrée en crise, qui ne pouvait absolument plus satisfaire non seulement les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires de la population. Il fallait changer. Il fallait moderniser ce pays. Des hommes se sont dévoués pour moderniser le pays. Ils ont échoué, si bien que la société moderne n'est jamais arrivée à pénétrer en substitution de la société traditionnelle qui, elle, est en crise. Donc la crise de la société traditionnelle a continué jusqu'à l'heure actuelle, une crise qui pourrit en quelque sorte, sans pouvoir céder la place à une véritable société moderne pour tous les Haïtiens. Et je m'explique. Bien sûr, certains Haïtiens connaissent la modernité. Étant donné que la société haïtienne a été toujours fondée sur deux segments fondamentaux, qui ont été fragmentés. Un segment minoritaire, privilégié, qui vit à l'heure de son temps, qui a les moyens pour cela. Et ce secteur a accès à la modernité. Mais ce secteur est infime. Quand je dis infime, à l'étranger, on ne réalise pas, on pense qu'on peut nous parler de 20%, 30%, pas du tout. 4 à 5% de la population. Comprenez bien le drame. On parle d'alphabétisme, on parle de besoins ordinaires, comment ils sont satisfaits, mais prenons des éléments à titre d'exemple. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui où la télévision est un phénomène banal. Dans les sociétés développées, il y a plusieurs appareils de télévision dans une seule maison, pour les différentes positions quelconques, pour les différents moments de la vie quotidienne. Arrivé chez nous, qui a accès à la télévision chez nous? Moins de 10% de la population.
La radio, phénomène banal. La révolution de la radio, le transistor. Mais à peine la moitié de la population a accès aux émissions radiophoniques. Il faut bien comprendre. Bon, on parle maintenant d'antenne parabolique. Une antenne parabolique est une rareté en Haïti. Ce sont des privilégiés extrêmes qui ont accès à cela. Donc, une infime minorité peut se dire, nous participons à la modernité. Donc, pour ce secteur de la population, Haïti est entré dans la modernité. Mais pour l'immense majorité de la population, non. Écoutez, l'eau courante est un privilège à l'heure actuelle en Haïti. J'aime dire, pour comprendre le drame de la population haïtienne qui fuit Haïti pour venir dans les pays plus développés à la recherche d'une vie meilleure, j'aime dire ceci, que prenons un homme du peuple haïtien qui vit en Haïti. Si nous ne changeons pas les conditions pour ce peuple, parce que c'est ça l'objectif fondamental de notre combat, changer la vie de ce peuple. Mais si nous ne changeons pas la vie de ce peuple, tant que nous ne changeons pas la vie, quel est l'espoir, quel est l'horizon de cet homme du peuple en Haïti? Il ne pourra jamais avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il mourra sans avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il ne pourra jamais avoir une voiture. Il ne pourra jamais avoir un appareil ordinaire pour jouer des disques, un fil, etc. Des choses qui sont absolument banales. À la portée de n'importe quel ouvrier dans une société moderne, chez nous, c'est un interdit. Il lui faut partir pour avoir droit, pour avoir accès à ses biens. Ce n'est pas concevable. Donc la société moderne, avec ce qu'elle permet comme condition nouvelle d'existence, cette société moderne n'existe pas pour la majeure partie de la population haïtienne. C'est pourquoi je dis, quand je parle de modernité en Haïti, il y a des îlots, ça et là, il y a des enclaves de modernité. Mais la société haïtienne n'est pas arrivée encore à l'âge de la modernisation. C'est l'urgente nécessité pour nous de faciliter l'accès du plus grand nombre aux conditions modernes de vie à l'heure actuelle. Alors la crise, c'est ça fondamentalement. C'est le fait que la majeure partie de la population n'a pas accès aux conditions décentes, modernes de vie humaine. Nous sommes au niveau de la pauvreté, au niveau, je veux dire, en dessous du niveau de la pauvreté absolue, c'est-à-dire le coût de l'homme chez nous n'est pas assuré. Et c'est ça, la crise profonde. Maintenant, face à cette crise profonde qu'il y a depuis le 19e siècle, depuis le début de ce siècle, fin 19e, début de ce siècle, sous cette crise profonde, qui est une crise de structure, crise de la société traditionnelle, crise de modernisation, se sont greffées d'autres crises, évidemment, des crises plus récentes, plus modernes. Par exemple, la crise de la démocratisation haïtienne, c'est clair. Alors là, nous sommes entrés, avec la chute de Duvalier, dans une phase où nous disons, on va démocratiser le pays. C'est l'aspiration du plus grand nombre. C'est la grande fête du 7 février 1986. Plus jamais la dictature. Vive Haïti libérée. C'est ça l'aspiration. C'est ça le rêve. Or, après 10 ans, où en sommes-nous? Le rêve qui était un projet pour ceux qui ont lutté contre Duvalier, ce rêve est devenu une utopie. Nous n'avons pas de démocratie chez nous. Jusqu'à l'heure actuelle. Il est de bon ton dans la presse étrangère, parce que c'est dans l'intérêt de certains gouvernements étrangers qui sont intervenus chez nous, de dire qu'on a restauré la démocratie chez nous, ou instauré la démocratie chez nous. Mais c'est absolument faux. Il n'y a pas de démocratie à l'heure actuelle en Haïti. C'est évident. Le processus de démocratisation n'a pas été enclenché de manière soutenue, continue et heureuse. C'est ce qui explique qu'il y a une crise de ce processus. Imaginez-vous un pays où on est en démocratie, et alors qu'est-ce qui s'y passe? Vous regardez la situation actuelle. Je ne suis pas venu avec vous pour critiquer un gouvernement, ce n'est pas mon propos. Je suis un patriote qui cherche le bien du pays. Je ne cherche pas l'occasion ou la jouissance, comme chez certains leaders politiques, de pouvoir dire du mal de nôtre. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je serais heureux ici, devant cette caméra, pour le public haïtien, de pouvoir dire les choses vont bien en Haïti, nous avons la démocratie, enfin, nous sommes soulagés. Je serai le plus heureux des hommes, même si c'est Préval qui est au pouvoir. Mais malheureusement, si je disais qu'il y a une démocratie en Haïti, je perdrais mon sérieux, je perdrais le crédit dont je jouis. Il n'y a pas de démocratie en Haïti. Écoutez, regardez simplement le régime. Le régime est monolithique, nous avons un seul parti au pouvoir. Il n'y a pas de pluralisme. Les autres partis politiques ne sont pas des parties prenantes à l'heure actuelle dans le jeu politique, dans le jeu du pouvoir politique.
Il n'y a pas de démocratie. C'est l'absence de pluralisme. Regardez les pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas indépendants. Les pouvoirs dépendent tous du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de 3 pouvoirs chez nous à l'heure actuelle. Il y a un pouvoir exécutif monolithique qui décide de tout. Même mieux, aller dans la vie quotidienne. Les arrestations se font de manière arbitraire. On pouvait les faire de manière légale. On ne le veut pas, parce qu'on veut démontrer qu'il n'y a qu'un pouvoir et le pouvoir faire ce qu'il fait est définitif. Donc, au lieu d'arrêter quelqu'un selon les mandats réguliers, selon les procédures légales, on arrête illégalement pour montrer que le pouvoir est là. Autrement dit, on est encore en dictature. C'est la mentalité qui avait prévalu à l'époque de Duvalier. Regardez les gens, la justice demande leur libération. À un niveau quelconque, au niveau du commissaire, au niveau du juge, etc. Et on les maintient en prison. L'exemple que j'aime donner, parce que c'est un exemple qui montre ce dont je parle, qui illustre ce dont je parle. Un homme fait une intervention à la télévision, à la limite de l'acceptable. Je le reconnais du son objectif, je le reconnais. Préconisant presque la violence pour changer la situation haïtienne. Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de faire une enquête, de manière à voir si cet homme a les moyens de ce qu'il dit, s'il a commencé à faire quelque chose de manière à utiliser contre lui les recours que donne la loi. Mais non, on l'arrête. Sans enquête. On l'arrête illégalement, on le met en prison. Il fait des mois en prison, contrairement à la loi. Des mois en prison. Protestation, malaise, comment se fait-il qu'un homme politique soit en prison? Non, il n'y a pas de grief contre lui, son procès ne continue pas malgré le titre général de complot contre la sûreté de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut le libérer. Bon, le libérer signifie quoi? Signifierait qu'on corrige une illégalité. Ce serait bien. Mais comment le fait-on? On le met dans un avion, on l'envoie à Miami. Or, la Constitution interdit l'exil. Donc, pour résoudre un problème, pour corriger une illégalité, donc chercher une formule, une solution à un problème réel, on dirait oui, on est d'accord, enfin on va le libérer, on va retourner à l'égalité, on le met dans un avion, on l'envoie en exil. Autrement dit, on commet une inconstitutionnalité. Voilà le genre de choses. Maintenant, on peut aller dans tous les domaines de la liberté, des libertés fondamentales. Par exemple, je viens d'apprendre, en mon absence du pays, qu'on a posé les scellés sur Télé 13. Raison technique, évidemment, on trouve à tout le technique, mais c'était la station la plus critique du gouvernement. Ce n'est pas par hasard que c'est cette station qui a été fermée par le pouvoir, atteinte à la liberté d'expression. Mais même avant, à l'époque d'Aristide, il y avait eu un moment important, un avertissement, où tous les journalistes de la salle des nouvelles ont démissionné en bloc. Parce qu'on leur demandait de déformer les nouvelles de manière à présenter les choses de manière favorable au gouvernement et défavorable aux indépendants et aux opposants. Ils ont tous démissionné en bloc. C'était un fait, c'était un avertissement de l'allure que devait prendre le gouvernement. Nous sommes dans un régime qui conçoit que au pouvoir, tout ce qui existe et hors du pouvoir, rien. C'est la définition même de l'ancien régime dictatorial. Donc, le processus de démocratisation, hélas, échoue à l'heure actuelle en Haïti. Il faudrait trouver un moyen pour le rétablir, pour y retourner. Et c'est le problème fondamental politique d'Haïti. Comment retrouver le chemin de la démocratisation? C'est à cette phase que nous sommes. Or, comme au niveau économique, le pays est en difficulté, comme au niveau social, le tissu social est totalement déchiré. Comme au niveau moral, c'est la dépravation la plus effrénée qu'on ait jamais connue. C'est un phénomène de décomposition. J'emploie un mot très fort, c'est un phénomène de pourriture qui, à l'heure actuelle, s'étale et se déploie en Haïti. Vous savez, les normes, les principes, les valeurs morales sont ignorées. Si quelqu'un, à l'heure actuelle chez nous, essaie de faire triompher ces normes, on le regarde comme un extraterrestre. D'où vient-il? Ce qui est important, c'est de faire un argent. L'haïtien dit faire un business. Faire ce business signifie que du moment qu'on fait de l'argent, on est intelligent. Quand on ne fait pas, on est bête, on est ridicule, on ne comprend pas le jeu, on ne comprend pas. Et alors, c'est ça le drame. Là où devait y avoir transparence, il y a corruption. Et cette corruption, attention, ce n'est pas l'opposition qui la dénonce. Ce sont les gens même à l'intérieur du régime lavalassien qui chaque jour, révèlent, dévoilent un scandale.
Ce sont les gens de la Valace, les gens qui sont arrivés au pouvoir de la Valace, les gens qui déclarent à la télévision qu'ils ont mis leurs mains dans le sang pour le gouvernement. Je cite, c'est une citation, c'est pas moi qui m'exprime. L'homme a été à la radio, à la télévision, dire moi-même, moi mettez même dans sang pour le gouvernement. Donc, l'aime parler, attention, et avec un courage incroyable, avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, parce que moi-même, je suis décontenancé de un phénomène pareil. Le type, objectivement et honnêtement, dénonce les scandales. Et il arrive jusqu'à dire, je ne sais pas si ça vous est arrivé jusqu'à vous, mais si c'est arrivé jusqu'à vous, vous devez réfléchir à ce que ça signifie. Il arrive jusqu'à dire, si on a besoin de trouver les grands mangeurs, les voleurs, les assassins, les trafiquants de drogue, c'est au palais national qu'il faut aller les chercher. C'est un homme du gouvernement. Ce n'est pas un opposant qui le dit. C'est Mano Charlemagne, maire de Port-au-Prince, qui le dit. C'est le sénateur Sabala qui révèle le scandale des avions, puis l'affaire des 20 millions de Taïwan, et ainsi de suite. Ce sont les hommes du pouvoir qui eux-mêmes disent le niveau de corruption qu'on a atteint sous ce régime. Alors nous n'avons rien à dire, nous n'avons qu'à écouter quand nous apprenons. Moi, j'avoue que je ne savais pas que la corruption était à ce point étendue au sein du régime lavalassien. Je ne pouvais pas le concevoir, parce qu'au départ, ils sont venus contre la corruption. Et c'est là que je dis quelque chose qui me paraît fondamental. Et j'aime que mes compatriotes réfléchissent à ça. Nous dénonçons Duvalier, nous combattons Duvalier. Pourquoi? Parce qu'il faisait des crimes, parce qu'il faisait des abus de pouvoir, parce que c'était le régime de la corruption. Ok, nous sommes contre, c'est correct, nous avons tous lutté contre. Mais si nous arrivons au pouvoir à notre tour, comment, après avoir condamné le crime, condamné les abus de pouvoir, condamné la corruption, nous nous mettons au pouvoir à faire des crimes, des abus de pouvoir et de la corruption? Au nom de la lutte contre la corruption, nous sommes corrompus. Au nom de la lutte contre l'abus de pouvoir, nous faisons des abus de pouvoir. Mais c'est ce que nous constatons, et c'est pourquoi je dis, il y a quelque chose, je m'excuse d'employer l'expression, mais je n'emploie pas dans un sens mystique moi-même, je suis un scientifique. Mais je dis qu'il y a quelque chose de maléfique dans le pouvoir haïtien. Parce que les hommes arrivent avec un mot, avec un dire. Ils disent, voilà, c'était pas bon, on va faire différemment, on va mettre à ça. Et puis, ils arrivent au pouvoir, et il faut exactement ce qu'ils reprochaient aux autres, c'est que leur a permis de condamner les autres et de les mettre hors du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comme disaient les classiques, vous savez, moi j'aime pas beaucoup citer la littérature, mais nous, deux fois ça m'arrive. Mais comment en un plan vil, l'or pur s'est-il changé? C'est ça le drame du mouvement Lavalas. Comprenez bien? Et nous pouvons le dire d'autant plus nous autres que nous n'avons jamais montré d'hostilité frontale contre le père Aristide et le mouvement Lavalas. Jamais. Si quelqu'un peut trouver des textes où nous nous lançons dans la curée contre Aristide, contre le mouvement Lavalas, qu'il nous les apporte et nous confond. Pourquoi? Parce que nous avons adopté une attitude très tôt vis-à-vis du mouvement lavalassien. Très tôt. Pendant la campagne de 86-87, je me souviens d'une interview que j'ai donnée à Radio Métropole devant 4 journalistes. Et l'un de m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du père Aristide? Qui à l'époque n'avait pas l'envergure pour devenir un candidat à la présidence, il ne voulait même pas le devenir. Et j'ai répondu ceci. Aristide, un porte-parole. Le porte-parole des revendications populaires. Aristide, un exutoire. L'exutoire, par quoi passent toutes les revendications, toutes les souffrances injustes dont ce peuple a été victime. Et ce qu'il dit correspond à quelque chose à quoi il faut faire attention, car cette société est trop injuste. Il y a dans la société haïtienne des inégalités inacceptables. Et nous autres du RDNP, nous avons toujours pris position contre ces inégalités. C'est pas parce qu'Aristide maintenant les exprime que nous serions contre Aristide. Il dit des choses que nous disions avant lui. Il le dit d'une autre manière. Il le dit d'une manière qui, reconnaissons-le, a pris les triples cœurs, les entrailles du peuple, beaucoup plus que nous. C'est clair, nous le reconnaissons. C'est pourquoi il y a eu un phénomène là-bas, c'est incroyable, etc. Mais ce qu'il disait était ce que nous disions avant lui. Le thème tout le monde sait, tout le monde sait que c'est un slogan du RDNP.
qui est devenu le titre d'un livre d'Aristide, de thème de propagande, etc. Ensemble, nous disions ensemble. Lui, il dit deux ensemble. Moi, nous disions trois, mais c'est la même chose, c'est l'idée de l'union, de la solidarité pour sauver ce pays. Ensemble, nous forts, etc. Mais c'est une idée de DNP. Donc, nous étions pour la protestation sociale d'Aristide, au nom de la justice sociale, en faveur du peuple qui a trop souffert dans ce pays. Mais nous disions aussi, et je me souviens très bien, nous avons dit attention, une fois que nous le reconnaissons, nous disons attention, l'homme, l'individu, son coefficient individuel. Un, nous le disions déjà. Deux, les méthodes et pratiques qu'il préconise comme remède au mal haïtien, comme solution. Ceci ne peut pas résoudre le problème haïtien. Donc Aristide n'est pas la solution à la crise haïtienne. C'est la raison pour laquelle nous devons nous dissocier de lui. Non sur sa protestation, qui est fondée, mais sur lui comme remède, nous disons non, il n'est pas la solution à la question haïtienne. Voilà la position que nous avons prise dès le début. Et que nous allons continuer à prendre jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple haïtien aujourd'hui se rend compte à quel point nous avions analysé la situation avec lucidité. Parce que finalement, qu'est-ce que nous avons eu? On a eu le mouvement de la valation au pouvoir. Ça n'a pas été la solution. Nos problèmes n'ont pas été résolus. Non seulement ils n'ont pas été résolus, on ne pouvait pas être résolus en 5 ans. Soyons sérieux, soyons justes, ne soyons pas malhonnêtes. Mais au moins, on aurait pris la direction de la solution. On verrait un pays engagé dans cette solution. On verrait des changements réalisés en ce qui concerne le négatif et ensuite sur le positif. On va dans la direction. C'est ce qu'on a vu, je m'excuse de le dire, c'est pas par immodestie ni par vantardise, c'est ce qu'on a vu sur notre gouvernement quand nous étions au pouvoir. On n'a pas changé Haïti, mais tout le monde a vu de quelle direction nous allions, comment nous avions commencé le programme de changer la vie en Haïti. Et tout le monde a dit, ah voilà, c'était sérieux, voilà l'équipe sérieuse au pouvoir et qui va dans la bonne direction. Mais c'est ça le problème. Depuis qu'on nous a renversés, malheureusement pour le pays, on voit que le pays ne fait que décliner, perdre sa boussole, entrer dans une détresse extraordinaire. Le peuple haïtien, mais ce peuple qui a suivi le mouvement Laval, c'est qui aujourd'hui est déçu. Mais il a raison d'être déçu, car on ne comprend pas, on ne voit pas une lutte frontale contre la vie chère. La vie chère, c'est le premier problème du peuple haïtien. C'est le premier problème à l'heure actuelle du peuple haïtien. On ne comprend pas. Mais moi, j'avoue que je reste à me poser des questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une priorité de programme dans la lutte contre la vie chère? Nous avions attaqué le problème de front avec la question du sol de blé, la question des importations de riz, avec la question du panier de la ménagère. Comment se fait-il qu'il y a une absence de politique réelle, efficace contre la vie chère? Je ne comprends pas. On ne comprend pas. La vie chère, c'est le premier problème. Maintenant, écoutez, chaque fois qu'on parle d'alphabétisation, c'est le grand dada. Campagne d'alphabétisation. Voilà 6 ans, 10 ans qu'on parle de campagne d'alphabétisation. Quel est le résultat? On a su, avec stupeur, que des valeurs énormes avaient été confiées à des organisations populaires ou à des individus pour faire l'alphabétisation, alors que le ministère de l'alphabétisation dispose de 2 millions de gourdes. Et des organisations ont reçu 600 000, 700 000 dollars pour faire l'alphabétisation. C'est-à-dire que l'argent de l'alphabétisation était détourné vers d'autres fins politiques, parce qu'ils avaient la priorité au militantisme. Quant au problème de la gestion des affaires publiques, quand on dit on préfère le militantisme à la compétence, on a tout dit. On a tout dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre les problèmes, puisque les militants sont intéressants, ils sont vos partisans. Mais s'ils sont incompétents, comment peuvent-ils contribuer à gérer quelque chose ou à résoudre un problème? Alors, le drame d'Haïti, c'est que donc, nous sommes dans une crise au cours de laquelle le pays entre en déliquescence. Comme nous dit en créole, son pays délala. Alors qu'il faut une intervention maintenant, une intervention sérieuse, pour faire face à la gravité de la crise, eh bien, on continue à des demi-mesures, on continue à des absences de mesures, on continue à des favoritismes, etc. Il n'y a pas de direction. On parle de restaurer l'autorité de l'État, mais restaurer l'autorité de l'État, c'est pas d'arrêter arbitrairement. Restaurer l'autorité, c'est donner à l'État les moyens d'accomplir son devoir qui est d'aider à la solution des problèmes fondamentaux du pays, à la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple. Maintenant, attention, je réponds longuement, mais j'ajoute une dimension importante. J'ajoute une dimension importante, c'est que la crise n'est pas seulement interne en Haïti. La crise est dans nos relations extérieures, dans nos affaires internationales. Car écoutez, Haïti a toujours été un petit pays.
Haïti a toujours été un petit pays dépendant, un petit pays pauvre, un petit victime de ce qu'on appelle la politique de puissance, pardon, de nos grands États hégémoniques. Bien, ça a toujours été le cas. Mais, jamais la soumission à l'étranger n'a atteint ce niveau en Haïti. Jamais le diktat de l'étranger n'a eu cette efficacité rapide. On voit un ambassadeur entrer en contact avec des parlementaires pour demander leur vote, pour solliciter leur vote. D'autres disent, moi je n'ai pas les preuves, mais c'est ce que je dis en Haïti, pour acheter les votes. Écoutez, c'est dramatique. On a des troupes étrangères chez nous, occupant le pays, et puis là, ils se discutent, sommes-nous occupés, oui ou non? Et certains disent, mais non, c'est pas une occupation. Alors, je ne sais pas, les mots ont perdu leur sens. Quand il y a une présence de troupes étrangères contrôlant la vie nationale, assurant soi-disant la sécurité générale, mais troupes venues de l'extérieur, qui ont envahi le pays, qui ont une autorité étrangère, qui gère au niveau globalisation du pays, là, ils se discutent savamment. Il y a eu une journée de débat, de colloque. Sommes-nous occupés? Et beaucoup ont conclu que ce n'était pas une occupation. Alors que la CNN... Alors, je dois préciser, oui. Le professeur Maniga, ma deuxième question, c'est justement comment faut-il pénétrer l'âme patriotique de l'élément moyen haïtien et sur quoi doit-il se baser pour choisir un dirigeant de pays? Bon, alors là, évidemment, vous me faites faire une transition. Je termine avec mon exemple de la CNN parce que c'est intéressant. Alors, les Haïtiens ne sont pas occupés. La CNN, que la CNN montrait l'invasion d'Haïti en 1994, c'était septembre, c'était marqué US Occupation of Haiti. Donc, les Américains disaient, voilà ce que nous faisons. Et les Haïtiens disent, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh non, c'est incroyable à quel niveau nous sommes arrivés au niveau de la conception de l'intérêt national haïtien. Alors vous me dites maintenant le problème de l'âme haïtienne, comment atteindre l'âme haïtienne. Comment faut-il pénétrer l'âme patriotique de l'élément moyen? C'est ça, pour que nous ayons des dirigeants. Oui. Et sur quoi doit-il se baser pour choisir un dirigeant de pays? Moi, je vais vous dire, je vais vous répondre d'une drôle de façon. D'une façon qui va vous étonner. Je vais vous répondre, je dis, c'est la raison pour laquelle je suis optimiste en ce qui concerne l'avenir d'Haïti. Et je m'explique. Il y a une période de civisme en Haïti, c'est évident. C'est clair. Mais qu'est-ce qui reste en Haïti? Il reste en Haïti un certain nombre de choses qui ne meurent pas facilement. Je vais commencer par le dernier de ma liste d'éléments qui font qu'il ne faut pas les espérer du pays et du patriotisme haïtien. Je parle de l'expérience que font les Haïtiens à l'étranger. Les Haïtiens n'aiment pas dire cela. Mais moi, je suis un homme franc et direct. Et je dis ceci. Ceux qui ne sont pas patriotes, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas Haïti, qui ont dit, ah bon, moi, je me quitte le pays, je me quitte le net, tant pis pour me balle d'eau, etc. Au bout de quelques années d'expérience à l'étranger, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils parlent? Ils repensent au petit pays et ils pensent à y retourner dans leur vieillesse, ou ils essaient d'y retourner pour les vacances, certains pour le carnaval, d'autres pour aller voir faire des affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut dire cela, il faut le dire avec force. L'Haïtien qui va à l'étranger, je risque une statistique. Sur 100 Haïtiens qui partent d'Haïti, quelles que soient les conditions, pour s'établir à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 à 10 ans? Eh bien, au moins 90 d'entre eux repensent à Haïti. Vous savez pourquoi? À cause des conditions d'insertion de les communautés étrangères. Car l'Haïtien a beau réussir matériellement, certains d'entre eux, par rapport à ce qu'ils ont laissé au pays, c'est clair. Mais l'Haïtien est-il intégré dans la société étrangère où il va? Mais non. Mais non. Aux États-Unis, au Canada, mais l'Haïtien est enfermé dans son monde haïtien. Je ne dis pas nécessairement un ghetto, parce que quand même, avec la diversité, avec l'étalement, etc., on n'a pas le sentiment de ghetto, mais il y a le sentiment qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas le sien. L'intégration ne se fait pas pour de multiples raisons. Il y a la langue. Bon, il y a des gens qui excellent dans la langue anglaise, c'est entendu. Mais très souvent, quand on parle entre soi, on parle créole tout de suite. C'est plus familier. On sent quelque chose là. Ou bien on garde ce français parce que ça t'a donné une espèce de petit prestige, de dignité, de moi francophone, etc. On n'est pas
d'emblée de la société à cause de la langue. On n'est pas d'emblée de la société à cause de la couleur, à cause de la peau, à cause du racisme. C'est une société, est évident. Bon, pas raciste à un degré extrême au point de l'apartheid de l'Afrique du Sud avant Mandela, mais c'est une société raciste, c'est évident. Dès que j'arrive aux États-Unis, c'est la grosse différence que j'ai quand je vais en Europe, et encore l'Europe est en train de changer dans le mauvais sens aussi, dans le même sens que les États-Unis, malheureusement. Mais quand on arrive aux États-Unis, tout de suite, il y a les quartiers noirs, les quartiers blancs, la télévision pour les noirs, les Howard noirs, etc. On sent tout de suite une séparation de fait, même s'il n'y a plus de barrière. Eh bien, c'est clair que l'haïtien, finalement, et puis il y a le climat aussi, même des petits éléments, le climat, l'hiver. Quand il était d'haïtien, me disent, ah, même pas hiver ça, même qui va ça, hiver privé, oh, mais hiver privé. C'est là un cri. L'haïtien pense à chez lui. Ensuite, il y a les coutumes haïtiennes. L'éducation des enfants pose un problème pour presque toutes les familles, à cause du milieu. Mais certaines familles voulaient même envoyer leurs enfants en Haïti pour aller dans les écoles haïtiennes, plutôt que de rester ici, à cause des mœurs qui sont différentes. Et puis, il y a la culture haïtienne. Quand les Haïtiens veulent s'amuser, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont dans un bal haïtien. Pourquoi les orchestres haïtiens ont tant de succès à l'étranger? Beaucoup plus que chez nous. Mais c'est parce que précisément, c'est là que l'haïtien retrouve sa musique, sa culture, sa cuisine. Hier soir, je suis invité dans la branche régionale. Et on a un meeting de la branche régionale. Eh bien, la dame qui nous reçoit nous a préparé un maïs à pois rouge délicieux. Mais il fallait voir notre contentement à nous tous. Nous nous rencontrions autour d'une chose haïtienne. On n'a pas besoin de parler de ça. On en jouit. C'est une réalité haïtienne. On maintient Haïti à l'extérieur. Mais c'est ça, moi je dis que c'est ça qui est un point fondamental. C'est que même quand l'haïtien vit à l'extérieur, dans de meilleures conditions matérielles, sa psychologie, son cœur, son esprit demeure attaché à ce petit pays. Maintenant, la question que vous m'avez posée a un élément beaucoup plus fondamental. Former l'haïtien moyen, c'est pour pas laisser ça à l'expérience, à l'étranger, pas du tout. Il y a le problème de l'instruction civique. On a abandonné l'instruction civique dans ce pays. Depuis Duvalier, on a abandonné l'enseignement du civisme en Haïti. Il faut réinstaurer l'enseignement du civisme, mais avec de nouveaux moyens. Avec les moyens que donne aujourd'hui l'électronique, avec l'image, avec l'appel à la culture, avec tous les progrès que l'information a réalisés, que les médias ont réalisés. Il faut redonner à l'haïtien le sens moyen, le sens de l'haïtianité. Je ne crois pas que ce soit difficile, car Haïti a une culture qui résiste à l'absorption totale, à la digestion totale. Il faudrait parler du créole et tout ça. Il faudrait parler même du vaudou, parce que le vaudou, il faut l'envisager de manière complexe, parce que c'est une réalité complexe. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects qui sont des aspects arriérés. Il faut avoir le courage de le dire aussi. Mais en tout cas, il y a au moins l'âme haïtienne, une partie de l'âme haïtienne qui s'exprime à travers cette religion populaire. Autrement dit, moi je ne désespère pas du pays du tout. Je dis simplement que la tâche à faire est immense. Il ne faut pas s'étonner que le peuple se trompe. Des individus se trompent. Le peuple peut se tromper. Le drame, c'est que quand le peuple se trompe, c'est tout le pays qui en pâtit. Ce sont des souffrances collectives énormes. Ce sont des erreurs qu'il est difficile de réparer, évidemment. Mais les gens disent, bon, nous t'es quoi? Nous t'es sincèrement derrière lui, ça te dit nous t'es ouais, c'est ça, et puis il trompé nous. Bon, eh bien, le peuple s'est trompé. Alors moi, ce que je dis à l'heure actuelle, je dis, ok, on est déçus, je comprends ceux qui sont déçus. Parce qu'ils avaient placé sincèrement leurs espérances et leurs rêves. Bon, allons au-delà de la déception. Car Haïti ne s'arrête pas à une déception. Haïti ne s'arrête pas à un homme. Haïti existe. Les problèmes existent. Il nous faut continuer à lutter pour changer ce pays, à sauver ce pays. Donc, maintenant, fini la plainte sur la déception, c'est déjà du passé. Passé récent, mais c'est déjà du passé. Regardons l'avenir. Ça n'a fait ensemble notre pays à Kounia.